C'est un endroit unique au monde que je vous fais découvrir aujourd'hui. Le volcan Srunujukadji. Ah mais oui, faut le prononcer celui-là, oh putain. Dans les années 60, Árni Stefánsson, un ophtalmologue à Reykjavik en Islande, est aussi un grand explorateur de grottes volcaniques, passionné par ce sujet depuis tout petit. En 1970, quand ouvre une nouvelle station de ski à une dizaine de kilomètres de la capitale, Árni entend parler d'une grotte tout près de là. Il se rapproche de l'entrée et jette un petit caillou à l'intérieur. Ce n'est que 5 secondes plus tard qu'il entend le caillou heurter le fond. Cette grotte était bel et bien très profonde, une centaine de mètres au minimum. La veille du solstice d'été, en 1974, accompagné de 8 autres personnes, Árni s'équipe d'une corde de 200 mètres de long et décide de descendre dans la cavité. Il arrivait de cette expédition tout l'hiver et s'imagine trouver des formations incroyables telles que des stalactites, stalagmites et encore de grandes piscines. Mais malheureusement, il ne trouve que de la roche nue et un tas de gravats au fond. Déçu, ce n'est pour lui qu'un gros trou bien moche. Mais il réalise quelques années plus tard, grâce notamment à d'autres expéditions avec un meilleur éclairage, qu'il avait alors vécu une expérience incroyable. Sans le savoir, il venait d'être le premier à descendre à l'intérieur d'un volcan en activité. Un véritable voyage au centre de la Terre. C'est un endroit unique au monde que je vous fais découvrir aujourd'hui, le volcan Srínukjagikur. Le seul endroit au monde où il est possible de visiter une ouverture importante dans le réseau magmatique d'un volcan en activité. Alors oui, ce volcan n'est pas actuellement en éruption, mais un volcan est considéré comme actif pendant environ 10 000 ans après sa dernière éruption, celle-ci ayant justement eu lieu il y a 3500 ans. En temps normal, une ouverture de cette taille ne reste jamais aussi bien conservée. Soit elle se remplit de magma et se bouche, soit elle s'effondre. Ici, rien de tout ça. Et ce qui rend cet endroit encore plus spécial, c'est l'incroyable préservation des roches qui ne sont pas directement soumises aux intempéries extérieures et qui sont ainsi très intéressantes à étudier. Árni a toujours été très soucieux de la préservation des grottes, mais voulait tout de même absolument faire découvrir cette merveille au public. En 2010, une nacelle est construite pour permettre de faire descendre dans le gouffre 7 à 8 personnes à la fois. Les scientifiques sont évidemment les premiers à explorer la grotte et espèrent y trouver l'opportunité d'améliorer leurs connaissances en volcanologie. J'y reviens un peu plus tard dans la vidéo. Seulement 2 ans plus tard, en 2012 donc, la grotte est ouverte au public, mais le nombre d'entrées est restreint. En période estivale, ce n'est qu'une 50aine de personnes par jour qui découvrent cet endroit. Et j'ai eu la chance d'en faire partie et de filmer les images que vous voyez actuellement. Des étapes sont à ne pas négliger lors de la préparation. Il faut veiller à bien se couvrir, il fait très froid dans la grotte, seulement quelques degrés, ce qui correspond environ à la température moyenne annuelle en Islande. Il faut aussi s'équiper d'un baudrier pour s'attacher à la nacelle, ainsi qu'un casque en cas de chute de pierre. L'entrée se fait par un conduit d'une vingtaine de mètres de long. Ce conduit est plutôt étroit, la nacelle a à peine la place de passer. Enfin, en vrai, la nacelle n'a même pas la place pour suivre une descente complètement verticale. Niveau conception, elle ne peut pas être guidée par des câbles bien droits sous tension, mais doit être tenue par des câbles relativement lâches, qui lui permettent de suivre le relief du conduit au fur et à mesure de la descente. Au bout du conduit, on découvre la cavité, très bien éclairée d'ailleurs, et on prend soudainement conscience de l'ampleur de la grotte et surtout de sa profondeur. Vous imaginez bien qu'avec ces câbles lâches, la nacelle bouge assez fortement. Une fois arrivé en bas, on peut lever la tête et constater que l'entrée est très haute. Au niveau des parois, les couleurs sont incroyables. On a du vert, du jaune, du rouge et du noir. Ce sont toutes des roches basaltiques qui contiennent en plus certains métaux caractéristiques. Les vertes contiennent du cuivre, les jaunes du soufre et les rouges du fer. Les noires, quant à elles, sont du basalte pur. D'autre part, un parcours aménagé permet de marcher un peu partout au fond de la grotte et donc de mieux l'explorer. Pendant ce temps-là, on se prend souvent des gouttes sur la tête. Oui, il pleut dans la grotte, l'eau y rentre très facilement. Pour autant, ce n'est pas cette pluie qui remplit la grotte. Il faut bien s'imaginer que cette grotte fait partie d'un réseau complexe par lequel l'eau peut s'évacuer. Une demi-heure après l'arrivée, il faut déjà reprendre la nacelle pour remonter à la surface. Les scientifiques ne connaissent pas en détail l'étendue de ce réseau de grottes. Et ils ne savent pas non plus comment le magma a pu régresser aussi efficacement pour laisser une si grosse cavité. Pour autant, les études qu'ils ont menées leur ont fourni de nombreuses informations sur l'enchaînement des événements volcaniques. Les scientifiques ont étudié tout particulièrement certains cristaux d'un minéral qu'on appelle plagioclase. Ces plagioclases, on les retrouve un peu partout dans cet ensemble volcanique, mais la forme de leurs cristaux varie d'une zone à l'autre. Les scientifiques ont choisi d'étudier des échantillons dans 3 endroits distincts. L'intérieur de la grotte, les parois de l'entrée de la grotte, ainsi que les roches à l'extérieur de la grotte. Dans la grotte, on ne trouve qu'un seul type de cristaux, des cristaux épais.
Partout ailleurs, on trouve ces cristaux épais, mais on y rencontre aussi des cristaux très allongés. Avec ces résultats, les scientifiques peuvent confirmer leur hypothèse initiale. Un volcan explosif aurait tout d'abord entraîné un cône de roche très poreuse et donc de faible densité qu'on appelle aussi un cône de scorie. Par la suite, plusieurs coulées de lave auraient recouvert ce cône de scorie. Enfin, du magma se serait introduit par une fissure et serait remonté jusqu'à la surface. C'est lors de cet événement que se serait produit ce qu'on appelle du cannibalisme basaltique. Le magma aurait piégé des roches du cône de scorie pour les ramener jusqu'à la surface. Et ça explique alors qu'au niveau de l'entrée de la grotte et à la surface, on retrouve deux types de cristaux à la fois, au contraire de l'intérieur de la grotte où on ne trouve que des cristaux épais. Bon, en vrai, les scientifiques sont même allés encore plus loin dans l'étude des roches et ont démontré qu'il y avait eu plusieurs poussées de magma. Ils ont encore prélevé des roches à différents endroits et y ont comparé la concentration d'un certain élément, le barium, par rapport à un autre, le strontium. Pour en savoir davantage, je vous mets en description le lien de la thèse qui détaille toute l'étude. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, qui vous aura dans tous les cas permis de découvrir un endroit assez unique au monde. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon ciel! Thrinakangagur. Thrinakangagur.